Au milieu du luxe d'un restaurant silencieux, un magnate solitaire fixe une assiette intacte. Mais lorsqu'une jeune mère affamée et digne demande ses restes, quelque chose se brise en lui. Le simple geste de partager la nourriture rallume une flamme oubliée dans sa poitrine. Et sans le savoir, cet instant scelle la naissance d'une nouvelle famille. Dans l'élégant penthouse d'un immeuble haussmannien, offrant une vue privilégiée sur le centre de Paris, Théo Dubois contemplait la ville qui ne dort jamais. À 45 ans, le fondateur de Dubois Tech, la plus grande entreprise française de logiciels pour le marché financier, avait tout conquis ce que l'argent pouvait acheter. Son empire valait des milliards. Mais son cœur restait vide depuis qu'il avait perdu Amandine et Philippe dans un tragique accident d'hélicoptère 10 ans auparavant. La soirée du samedi au restaurant Le Jules Verne était une tradition solitaire qu'il maintenait religieusement. Une table pour deux, toujours réservée à son nom, la deuxième place étant en permanence vide. Un hommage silencieux à l'épouse qui ne reviendrait jamais. Les serveurs connaissaient déjà sa routine. Un bon vin rouge, le filet de bœuf à point et le regard lointain de celui qui n'est présent qu'encore. Cette nuit de juin pluvieuse, tandis que la bruine parisienne fouettait les fenêtres du restaurant, Théo remuait sans intérêt son plat pratiquement intact. Il observait les autres tables, des couples célébrant des anniversaires, des cadres concluant des affaires, des touristes impressionnés par la gastronomie locale, tous vivants pendant que lui ne faisait qu'exister. C'est alors que la porte du restaurant s'ouvrit, laissant entrer non seulement le vent froid, mais aussi une jeune femme mince, d'environ 23 ans. Ses cheveux bouclés étaient attachés en un chignon improvisé, ses vêtements simples et usés contrastaient violemment avec l'ambiance raffinée. Dans ses bras, elle portait un bébé enveloppé dans une couverture bleue délavée. La réceptionniste tenta de l'arrêter, mais la jeune femme avançait déjà entre les tables, ignorant les regards de désapprobation. À la surprise de Théo, elle s'arrêta exactement devant lui. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « J'ai vu que vous aviez à peine touché à votre repas. Si vous ne le voulez pas, pourrais-je avoir les restes pour nourrir mon fils ?» Il n'y avait aucune soumission dans sa demande, seulement de la dignité et une urgence maternelle. Ses yeux, d'un brun profond, soutenaient le regard de Théo sans honte ni hésitation. Le bébé dans ses bras, âgé de 6 mois tout au plus, regardait curieusement autour de lui, indifférent à la tension du moment. « René, ça va ?» Théo fit signe à la réceptionniste qui s'approchait pour éloigner l'intruse. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix rauque par le peu d'usage. « Julie Duval. Et voici mon fils, Lucas. » Sans dire un mot de plus, Théo poussa l'assiette vers elle. La jeune femme, avec une habileté que seules les mères possèdent, cala le bébé dans un bras et, de sa main libre, commença à emballer soigneusement la nourriture dans des serviettes qu'elle sortit de sa petite sacoche usée. « Vous pouvez vous asseoir » offrit-il, désignant la chaise vide en face de lui, celle que personne n'avait occupée depuis une décennie. Julie hésita un instant, puis s'assit. Avec délicatesse, elle commença à nourrir le bébé avec de petits morceaux écrasés de nourriture, soufflant sur chacun pour le refroidir. Le petit Lucas mangeait avec avidité, ses petits yeux brillants à chaque nouvelle offrande. Théo observait la scène dans un silence absolu. Il y avait quelque chose dans ce moment qui le touchait profondément, la simplicité de l'amour maternel, la pureté de la survie. Quelque chose que l'argent ne pouvait ni fabriquer, ni simuler. Lorsque le bébé eut fini, Julie lui nettoya délicatement la bouche, le posa sur son épaule et lui tapota doucement le dos. « Merci », dit-elle finalement. Ce n'était pas un remerciement exagéré ou soumis. C'était une reconnaissance entre égaux, digne. Elle se leva et d'un léger signe de tête partit. Théo resta immobile quelques secondes, puis, dans une impulsion qu'il ne comprit pas lui-même, jeta quelques billets sur la table et la suivit. Gardant une distance discrète, il l'observa marcher plusieurs pâtés de maison jusqu'à atteindre le parking d'un supermarché dans le quartier du Marais. Là, Julie ouvrit la porte d'une vieille Renault Clio et monta à l'intérieur. À travers les vitres embuées, Théo put voir que la banquette arrière avait été aménagée en un petit lit pour le bébé, avec des couvertures et des oreillers. Le siège conducteur, incliné au maximum, lui servait de lit. Caché dans l'ombre, il observa Julie chanter une berceuse à Lucas, une douce mélodie qui parlait d'étoiles et de rêves. La scène était d'une beauté douloureuse, la plus pure expression d'amour au milieu de l'adversité.
Lorsque le bébé s'endormit, Julie sortit de la voiture pour s'étirer les jambes. C'est alors qu'elle remarqua la présence de Théo. Son corps se tendit immédiatement. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, la peur évidente dans sa posture défensive. « Désolé » répondit Théo gardant ses distances. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » La méfiance dans les yeux de Julie était compréhensible. Une femme seule, avec un bébé, dans un parking désert. « Nous survivons » répondit-elle sèchement. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» La question lui échappa avant que Théo ne puisse la retenir. Julie hésita. Puis, comme si elle décidait qu'elle n'avait rien à perdre, répondit « Je viens de la campagne, de Saint-Malo. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ma famille m'a chassée de la maison. Le père de Lucas a disparu dès qu'il a su. Je suis venu à Paris chercher des opportunités, mais... » Elle fit un geste vers la voiture. La fin de la phrase était trop évidente pour être prononcée. « Je peux aider ? J'ai les moyens de... » « Je ne veux pas de votre argent, » l'interrompit-elle, ferme. « Si vous voulez aider, priez pour que demain mon fils soit au chaud, nourri et en sécurité. C'est tout ce qui compte pour moi. » La réponse le désarma complètement. Dans un monde où tout avait un prix, cette jeune femme offrait une leçon de valeur réelle. « Je comprends, » dit-il en reculant. « Bonne nuit, Julie. » Le lendemain matin, tandis que Julie emmenait Lucas prendre le soleil dans un petit parc voisin, quelqu'un déposa à côté de sa voiture un panier avec des couches, du lait en poudre, de nouvelles couvertures et des aliments non périssables. Il n'y avait pas de carte, pas de nom, juste une simple note. Pour que Lucas soit au chaud, nourri et en sécurité aujourd'hui. Les jours suivants, de petits paquets continuèrent d'apparaître. Toujours quand Julie n'était pas là, toujours avec des articles essentiels, jamais d'argent. Un après-midi, un pédiatre apparut, disant faire partie d'un programme social qui aidait les enfants en situation vulnérable. Il examina Lucas gratuitement, laissa des vitamines et sa carte pour les urgences. Julie commença à remarquer des changements subtils dans sa routine. Le gardien du supermarché, qui auparavant la traitait avec méfiance, souriait maintenant et lui apportait parfois un café chaud les matins froids. Le propriétaire de la boulangerie voisine lui gardait toujours du pain frais. C'était comme si un réseau invisible de protection se formait autour d'elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans son penthouse, Théo passait des heures à organiser cette aide, toujours en maintenant son anonymat. Pour la première fois en une décennie, il ressentait quelque chose au-delà du vide, une étincelle de but qui grandissait silencieusement chaque nouveau jour. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Octobre arriva à Paris, apportant des pluies intenses. Dans son bureau chez Dubois Tech, Théo regardait par la fenêtre tandis que l'eau fouettait l'avenue des Champs-Élysées. Ses pensées étaient au parking du Marais, où Julie et Lucas affrontèrent la tempête dans une vieille voiture. Au cours des 3 derniers mois, la routine de Théo avait subtilement changé. Ses matinées commençaient par des appels discrets pour s'assurer que le petit déjeuner de Julie était garanti à la boulangerie locale. L'après-midi, entre 2 réunions, il vérifiait si les besoins de Lucas étaient satisfaits. Le soir, avant de dormir, il révisait les prévisions météorologiques, préoccupé par le froid et la pluie. Martine, son assistante depuis 15 ans, remarquait les petites transformations. Théo arrivait plus tôt, partait à l'heure et occasionnellement souriait au téléphone. Quelque chose d'impensable quelques mois auparavant. « Quelque chose de différent aujourd'hui, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle en lui remettant les rapports trimestriels. Théo hésita. Martine était plus qu'une employée. Elle était presque de la famille, ayant accompagné son deuil silencieux pendant une décennie. « Vous vous souvenez quand vous disiez que je devais trouver autre chose que l'entreprise pour vivre ?» Martine hocha la tête, surprise par cette ouverture inhabituelle. « Disons que j'essaie. » Cet après-midi-là même, alors que la pluie s'intensifiait, Théo reçut un appel du pédiatre qui l'avait engagé pour suivre Lucas. « Monsieur Dubois, nous avons un problème. Je suis passé vérifier le bébé comme vous l'aviez demandé, et la situation dans le parking est critique. La voiture a des fuites. L'humidité est trop élevée pour un si petit enfant. » Théo sentit son estomac se nouer. Où sont-ils maintenant? La mère a emmené le bébé dans un abri temporaire de la mairie, mais ils ne peuvent y rester que jusqu'à demain. Elle refuse toute aide financière directe, comme vous l'aviez prévu. Après avoir raccroché, Théo resta absorbé dans ses pensées. Martine, qui avait entendu une partie de la conversation,
s'approcha. « Il est peut-être temps de dire la vérité à cette jeune femme, quelle qu'elle soit, suggéra-t-elle gentiment. « Elle refuserait, répondit Théo. Elle a une fierté. Vous auriez dû voir. » Martine sourit, reconnaissant l'éclat dans les yeux de son chef, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis avant la tragédie. Pendant ce temps, à l'abri municipal, Julie berçait Lucas, qui avait maintenant 9 mois. Le bébé était enrhumé, toussant occasionnellement. La coordinatrice de l'espace s'approcha. « J'ai réussi à prolonger votre séjour de 2 jours, mais c'est le maximum que je puisse faire, informa-t-elle. Vous n'avez vraiment aucun parent qui pourrait vous aider ?» Julie secoua la tête. « Ils ont coupé les ponts quand je suis tombée enceinte. Et le père de l'enfant, il a dit que ce n'était pas le sien et a disparu, répondit-elle, sans tristesse, juste une constatation. La coordinatrice hésita avant de demander « Et cet ange gardien qui vous a aidé, les paniers, le pédiatre ?»« Je ne sais pas qui c'est, » admit Julie, caressant les cheveux de Lucas. « Au début, je me méfiais, mais il n'a jamais rien demandé en retour. Il laisse juste ce dont nous avons besoin et disparaît. Avez-vous pensé à chercher un emploi ? Nous pourrions nous occuper du petit pendant la journée. J'ai essayé dans plusieurs magasins, restaurants, mais quand je dis que j'ai un bébé et pas d'adresse fixe, les portes se ferment, soupira-t-elle. J'ai vendu de l'artisanat pendant un certain temps, mais ce n'est pas suffisant. » Cette nuit-là, Julie reçut un message sur le téléphone portable prépayé qu'elle avait trouvé dans l'un des paniers mystérieux. C'était le numéro du pédiatre. Une ONG a obtenu un petit appartement pour une famille en situation vulnérable, meublé avec un contrat de 6 mois. « Si vous êtes intéressé, je peux vous y emmener demain. » Méfiance, Julie répondit qu'elle irait juste jeter un œil. Le lendemain matin, le médecin la conduisit à un immeuble simple mais digne dans le quartier de Belleville. L'appartement était petit, une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain, mais propre et confortable. Il y avait un petit lit monté pour Lucas, un réfrigérateur rempli et le strict nécessaire pour commencer une vie. « Quel est le vrai prix de tout cela ?» demanda Julie, méfiante. « Aucun autre que celui déjà payé par l'ONG, » assura le médecin, lui remettant les clés et un contrat simple. « Vous aurez 6 mois pour vous rétablir. Utilisez ce temps pour chercher un emploi avec une adresse fixe. » Réticente, mais pensant au bien-être de Lucas, Julie accepta. Quand le médecin partit, elle s'assit sur le petit canapé et pleura, non de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois en plus d'1 an, son fils dormirait dans un vrai lit. Le lendemain, elle trouva dans la loge un pli avec des informations sur un poste de réceptionniste dans une clinique médicale proche. « Ils acceptent les mères célibataires et offrent des horaires flexibles », disait le billet anonyme. Julie alla à l'entretien et obtint le poste. Tandis que la vie de Julie prenait de nouvelles tournures, Théo gardait ses distances, mais suivait tout à travers des rapports discrets. Dans son penthouse, il avait aménagé une pièce où il conservait des photos de Lucas prises par le pédiatre, montrant sa croissance mois après mois. C'était un dossier secret d'une vie qui n'était pas la sienne, mais qui, d'une certaine manière, lui redonnait le sens de l'existence. Une nuit, son beau-frère Édouard, le frère de sa défunte épouse, apparut sans prévenir. « Nous devons parler, Théo, je m'inquiète pour toi. »« Je vais bien, » répondit-il automatiquement. « Non, tu ne vas pas bien. Tu as annulé le dîner de la fondation, tu n'es pas venu à la réunion du conseil, et selon Martine, tu pars tôt tous les jours. Que se passe-t-il » Théo contempla la ville illuminée par la fenêtre. « J'ai rencontré des gens qui avaient besoin d'aide. Ça, depuis quand t'intéresses-tu à la charité? Après l'événement, tu t'es pratiquement isolé du monde. Maintenant, tout d'un coup, tu es devenu philanthrope ?»« Ce n'est pas de la charité, » répondit Théo calmement. « C'est une connexion, » Édouard l'étudia avec préoccupation. « C'est à cause de la date, n'est-ce pas? La semaine prochaine, cela fera 10 ans qu'Amandine et Philippe sont partis. Écoute, tu devrais peut-être parler à quelqu'un, un professionnel. Gère ça à ma manière. » Après le départ d'Édouard, Théo prit le rapport le plus récent sur Julie. Lucas grandissait en bonne santé, essayait déjà de faire ses premiers pas, et Julie avait été promue à la clinique après seulement 1 mois. Elle était déterminée et intelligente, des qualités que Théo admirait de plus en plus, même à distance. Tandis qu'il réfléchissait, il reçut un message urgent du pédiatre. Urgence. Lucas a une très forte fièvre et des difficultés respiratoires. Julie est en route pour l'hôpital public de Paris, mais les urgences sont surchargées. Sans y penser à 2 fois, Théo prit les clés de sa voiture et sortit.
La pluie tombait intensément, tandis qu'il roulait dans les rues embouteillées de Paris. Après des mois à observer de loin, il franchirait enfin la ligne qu'il avait tracée. Il ne s'agissait plus d'aider anonymement. Il s'agissait d'être présent quand ils en avaient le plus besoin. À l'hôpital, il trouva Julie dans le couloir bondé, berçant Lucas qui brûlait de fièvre. La réceptionniste expliquait que l'attente serait longue en raison du grand nombre de patients. « Mon fils brûle de fièvre depuis des heures. S'il vous plaît, » suppliait Julie. « Madame, nous faisons de notre mieux, mais il y a beaucoup d'urgence aujourd'hui, » répondait l'employé visiblement débordé. C'est alors que Julie vit Théo s'approcher. La reconnaissance dans ses yeux fut immédiate, malgré les mois passés. « Vous... » « Je suis venu aider, » dit-il simplement, et s'adressant à la réceptionniste, il présenta sa carte d'assurance maladie privée haut de gamme. « Le garçon a besoin d'une attention immédiate. Je prends en charge toutes les dépenses. » Sans attendre de réponse, Théo prit Lucas des bras de Julie. Le bébé, brûlant de fièvre, le regarda avec des yeux vitreux avant de poser sa tête sur son épaule, comme s'il reconnaissait instinctivement un refuge. Ce fut un geste si naturel, si confiant, que Théo sentit quelque chose se briser en lui. Une barrière érigée il y a 10 ans s'effondrant silencieusement. « Par ici, monsieur », indiqua une infirmière, notant la carte premium et l'autorité dans la voix de Théo. Julie les suivit, trop stupéfaite pour poser des questions, sa seule pensée fixée sur la santé de son fils. En quelques minutes, Lucas était examiné par un médecin, tandis que des infirmières préparaient des médicaments intraveineux pour faire baisser la fièvre. « Pneumonie », diagnostiqua le médecin après avoir écouté les poumons du bébé. « Nous devrons l'hospitaliser. La fièvre est très élevée et il montre des signes de déshydratation. » Julie se couvrit le visage de ses mains, un geste silencieux de désespoir. Théo posa doucement une main sur son épaule. « Tout ira bien, » dit-il avec une conviction qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il avait perdu sa propre famille. « Il aura les meilleurs soins, je vous le promets. » Le regard de surprise sur le visage de Julie se transforma rapidement en méfiance. « Que faites-vous ici? Comment saviez-vous que nous étions à l'hôpital » Théo n'eut pas le temps de répondre. Lucas convulsa dans les bras de l'infirmière, son petit corps secoué violemment. En quelques secondes, des médecins accoururent pour le prendre en charge, emmenant le bébé à l'intérieur des urgences. Julie suivit, jetant un dernier regard confus à Théo, qui resta dans la salle d'attente. Les heures suivantes furent une éternité. Théo passa plusieurs appels, s'assurant que Lucas recevrait les meilleurs spécialistes. Quand un médecin apparut enfin, son visage était grave. « Le tableau est une pneumonie grave, compliquée par la malnutrition antérieure qui a compromis le système immunitaire », expliqua le docteur. « Nous devrons le garder hospitalisé quelques jours. La mère est avec lui maintenant. » Théo le remercia et, avec prudence, se dirigea vers la chambre indiquée. Il trouva Julie assise à côté du berceau hospitalier, tenant la petite main de Lucas, maintenant sous sédatif et connectée à des tubes et des moniteurs. Son visage montrait l'épuisement de celle qui luttait seule depuis trop longtemps. « C'était vous tout le temps, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sans quitter Lucas des yeux. « Les paniers, le médecin, l'appartement, l'emploi. » Théo s'assit sur la chaise de l'autre côté du berceau. « Oui. Pourquoi ?» La question était simple mais chargée de complexité, parce que quand je vous ai vu dans ce restaurant, nourrissant votre fils avec tant de dignité, quelque chose a changé en moi, avoua-t-il. Cela faisait 10 ans que j'existais sans vraiment vivre. Julie le regarda enfin. « Qui êtes-vous, vraiment ?» Théo Dubois, fondateur de Dubois Tech. La reconnaissance passa dans ses yeux. Dubois Tech était l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, souvent à la une des journaux. « Mon épouse et mon fils sont décédés dans un accident il y a 10 ans, » continua-t-il, les mots sortant avec difficulté. « Depuis, je vis en pilote automatique. J'ai construit une entreprise, accumulé des richesses, mais ce n'était qu'une coquille vide à l'intérieur, jusqu'à ce que je vous rencontre. »« Nous ne sommes pas un projet de charité, » répondit Julie, la voix ferme malgré la fatigue. « Je n'ai jamais pensé à vous de cette façon, » assura Théo. « Vous m'avez réveillé, vous m'avez fait ressentir autre chose que le vide. » Le silence qui suivit fut interrompu par l'entrée d'une infirmière. Discrètement, Théo se retira, promettant de revenir le matin. Le 3e jour d'hospitalisation, alors que Lucas montrait déjà des signes d'amélioration, une infirmière reconnut Théo. Elle prit une photo discrète de l'homme d'affaires assis à côté du berceau,
tandis que Julie dormait épuisée dans un fauteuil. Quelques heures plus tard, l'image devenait virale. Milliardaire de la technologie a-t-il un enfant secret? Théo Dubois, photographié à l'hôpital avec un bébé et une jeune femme inconnue. L'avalanche fut immédiate. Des journalistes encerclèrent l'hôpital. La sécurité dut être renforcée. Dans la chambre, Julie se réveilla effrayée par le brouhaha. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle confuse. Théo lui montra la nouvelle sur son téléphone portable. Le visage de Julie pâlit. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire » murmura-t-elle, regardant Lucas, qui dormait enfin paisiblement. « Ne vous inquiétez pas, » la rassura Théo. « Je vais régler ça. » Mais la situation échappa rapidement à tout contrôle. La presse spéculait intensément. Lucas serait-il un enfant non reconnu de l'homme d'affaires? Qui était cette jeune femme? Une ancienne liaison extra-conjugale? Les théories se multipliaient, de plus en plus sensationnalistes. Le lendemain, Julie tenta de quitter discrètement l'hôpital par la porte de derrière, avec Lucas tout juste sorti. Ils furent accueillis par des flashs et des questions invasives. Un journaliste plus audacieux alla jusqu'à lui bloquer le chemin. « Comment avez-vous convaincu l'un des hommes les plus riches du pays d'assumer votre enfant ?» Effrayée, Julie protégea Lucas de son propre corps. C'est alors que des agents de sécurité envoyés par Théo apparurent, les escortant jusqu'à une voiture blindée. Dans le véhicule, Julie pleura silencieusement. « Je ne peux pas retourner à l'appartement, » dit-elle. « Ils vont nous poursuivre. Lucas vient de sortir de l'hôpital. »« J'ai un endroit sûr, » offrit Théo. « Ma maison de plage à Deauville, isolée, avec sécurité. Vous pouvez y rester le temps que ça se calme. » Réticente, mais sans alternative, Julie accepta. Ce même après-midi, ils furent transférés par hélicoptère à la maison en bord de mer. Le contraste ne pouvait être plus grand. Des mois auparavant, ils dormaient dans une voiture. Maintenant, ils étaient dans un manoir, avec vue sur l'océan. La maison, cependant, avait un air mélancolique. Des photos de la défunte épouse de Théo et de son fils ornaient certains murs, des visages souriants figés dans le temps. Julie observait ces images avec un mélange de compassion et de malaise. Pendant ce temps, à Paris, le récit médiatique prenait des tournures de plus en plus cruelles. Une ancienne employée de la clinique où Julie travaillait vendit des informations déformées. Elle disait toujours qu'elle voulait trouver un homme riche. Elle apparaissait avec des cadeaux chers mais ne disait jamais d'où ils venaient. Internet bouillonnait de jugements. Julie était dépeinte comme une opportuniste qui avait séduit un veuf vulnérable. D'autres suggéraient que le bébé était le fruit d'une relation clandestine. Peu de voix se demandaient pourquoi une histoire d'aide humanitaire était-elle immédiatement sexualisée et corrompue par le cynisme public. Le 4e jour à Deauville, Théo trouva Julie sur le balcon observant la mer tandis que Lucas dormait. Il lui tendit une tablette avec les dernières nouvelles. Elle lut en silence, des larmes coulant sur son visage. « Ils sont en train de détruire ma réputation, » dit-elle finalement. « Comment vais-je trouver un emploi après ça? Comment Lucas va-t-il grandir avec ses mensonges sur sa mère ?» Théo s'assit à ses côtés. « Je peux donner une interview, tout expliquer. » « Et dire quoi? Que vous avez eu pitié d'une mère célibataire qui demandait des restes dans un restaurant? Que vous m'avez aidé par pitié? » L'amertume dans sa voix était palpable. « Peut-être vaudrait-il mieux que je retourne à Saint-Malo, recommencer loin de tout ça. »« Ce n'était pas par pitié, » répondit Théo fermement. « C'est parce que vous et Lucas m'avez montré ce que j'avais oublié, qu'il existe encore de la bonté et de la dignité dans le monde, qu'il vaut encore la peine de s'inquiéter. » Le téléphone de Théo sonna. C'était Martine, son assistante. « Monsieur, la situation se complique. Un tabloïd menace de publier que la jeune femme a travaillé comme... enfin qu'elle a un passé discutable. »« C'est faux !» s'exclama Théo furieux. « Je sais, mais il ne se soucie pas de la vérité. Et il y a plus. Le conseil d'administration est inquiet. Les actions de l'entreprise ont chuté de 3% depuis hier. » Après avoir raccroché, Théo trouva Julie berçant Lucas, qui s'était réveillé en pleurant. Le regard qu'elle lui adressa contenait une décision. « Je ne peux pas faire ça à mon fils, » déclara-t-elle. « Il mérite de grandir en paix, non entouré de scandales et de mensonges. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Théo, craignant la réponse. « Demain, nous retournons à Paris. Je chercherai un autre endroit, peut-être une autre ville. Vous avez votre vie, votre entreprise. Et si je ne veux pas que vous partiez ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Julie le regarda surprise. «
Pourquoi? Parce qu'en 3 mois à vous aider à distance, j'ai ressenti plus de buts qu'en 10 ans à gérer une entreprise milliardaire, avoua-t-il. Parce que voir Lucas sourire sur les photos que le pédiatre envoyait était le meilleur moment de ma journée. Parce que un agent de sécurité l'interrompit, annonçant qu'une voiture était arrivée. C'était Édouard, le beau-frère de Théo. « Nous devons parler », annonça-t-il, entrant dans la maison comme une tempête. En voyant Julie avec Lucas, ses yeux se rétrécirent. « Alors les rumeurs sont vraies. Édouard, ce n'est pas ce que tu penses, » commença Théo. « Non, alors explique pourquoi le veuf de ma sœur est caché dans une maison de plage avec une femme inconnue et un bébé, pendant que l'entreprise que nous avons mis des années à construire perd de la valeur à cause d'un scandale. »« Je connais ta douleur, Édouard, » répondit Théo calmement. « Mais je ne peux plus vivre comme un fantôme. Amandine n'aurait pas voulu ça. N'ose pas utiliser son nom pour justifier ça, » vociféra Édouard, pointant du doigt Julie. « Ça suffit. » La voix de Julie coupa l'air. « Je ne suis pas ça. Je suis une mère qui a tout fait pour protéger son fils. Si ma présence cause tant de désagréments, nous allons régler ça tout de suite. » Tandis qu'Édouard et Théo discutaient vivement, Julie, silencieusement, prit les quelques affaires qu'elle avait apportées et sortit par la porte de derrière avec Lucas dans les bras. Sur la route côtière, elle réussit à se faire prendre en autostop jusqu'à la gare routière de Lisieux. Là, elle acheta un billet pour Saint-Malo, avec les économies qu'elle avait gardées. Quand Théo réalisa enfin l'absence de Julie, il ne trouva qu'un simple billet. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Lucas n'oubliera jamais votre gentillesse, même s'il ne se souvient pas de vous. » Le désespoir qui s'empara de Théo fut accablant, une douleur aussi physique qu'émotionnelle. Au milieu de la discussion sur l'image publique et les responsabilités corporatives, il avait perdu ce qui importait vraiment, encore une fois. Où est-elle allée? S'exigea Édouard, voyant l'état de son beau-frère. Partie, répondit Théo, la voix étranglée. À cause de notre discussion, parce que tu l'as traitée comme si elle était... Quoi? Une profiteur? Et n'est-ce pas ce qu'elle est? Théo regarda son beau-frère avec une fermeté qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Non, c'est la personne la plus digne que j'ai rencontrée depuis longtemps. Elle a refusé l'argent, n'a accepté que ce dont son fils avait besoin, a travaillé dur pour reconstruire sa vie. Et surtout, Édouard, elle m'a rappelé que je suis encore humain. La détermination dans sa voix fit reculer Édouard, confus par la transformation qu'il voyait chez son beau-frère. Un homme qui avait passé une décennie à simplement exister, débordait maintenant de vie et de but. « Que vas-tu faire ?» demanda Édouard finalement. « La trouver. Et cette fois, je ne me cacherai pas derrière des paniers anonymes et des faveurs indirectes. » Théo prit les clés de la voiture. « Après cela, je ferai quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, raconter ma propre histoire, à ma manière. » Pendant ce temps, dans le bus qui traversait l'autoroute A13, Julie berçait Lucas endormi, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle savait qu'elle faisait ce qu'il fallait, protéger son fils de l'examen public, des spéculations malveillantes, des jugements. Mais pourquoi, alors, avait-elle l'impression de laisser derrière elle une partie essentielle d'elle-même? Dans les semaines qui suivirent, la recherche de Théo pour Julie et Lucas fut incessante. Il engagea des enquêteurs discrets, visita personnellement Saint-Malo plusieurs fois, mais il semblait avoir disparu. La petite ville côtière gardait bien ses secrets, et les habitants, protecteurs d'une jeune mère qui cherchait à recommencer, ne révélaient pas son whereabouts. Fatigué des spéculations et des mensonges, Théo accepta finalement l'invitation de l'émission journalistique la plus respectée de la télévision française. Le dimanche soir, aux heures de grande écoute, il s'assit devant des millions de téléspectateurs pour raconter sa vérité. « Il y a 10 ans, j'ai perdu mon épouse Amandine et mon fils Philippe, » commença-t-il sans détour. « Depuis, j'ai vécu en pilote automatique. J'ai construit une entreprise, accumulé des richesses, mais ce n'était qu'une coquille vide à l'intérieur. Jusqu'à la nuit où une jeune mère est entrée dans un restaurant pour demander des restes afin de nourrir son fils. Avec une honnêteté désarmante, Théo raconta toute l'histoire, la rencontre au Jules Verne, la décision d'aider anonymement, la pneumonie de Lucas, le scandale médiatique déformé. Il parla de la façon dont Julie avait refusé l'argent, n'acceptant que ce qui garantissait dignité et sécurité pour son fils, de la façon dont elle avait travaillé sans relâche pour reconstruire sa vie, sans savoir qui était son bienfaiteur. « Ce n'est pas moi qui l'ai aidée, » conclut-il, la voix étranglée. « C'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a montré qu'il y a encore de la place pour l'humanité et la vraie connexion dans ce monde. »
Le présentateur, visiblement ému, posa la question finale. « Et maintenant, que comptez-vous faire ?»« Les trouver, » répondit Théo simplement. « Et leur dire personnellement ce que je dis à la France maintenant, je n'ai pas sauvé Julie et Lucas. Ils m'ont ramené à la vie. » La réaction à l'interview fut immédiate. Les réseaux sociaux, auparavant scènes de jugements cruels, débordèrent maintenant de messages de soutien. Trouver Julie devint le sujet le plus commenté en France. Les mères célibataires partageaient leurs histoires de lutte et de résilience. Des organisations de soutien aux femmes en situation vulnérable offrirent leur aide pour localiser la jeune mère. Dans la petite auberge de Saint-Malo où elle s'était réfugiée, Julie regarda l'interview le cœur battant. Lucas, rétabli et joueur, rampait dans la chambre simple, indifférent à l'émoi national que son histoire avait provoqué. Le téléphone sonna. C'était sa mère, Madame Thérèse, à qui elle n'avait pas parlé depuis qu'elle avait été chassée de la maison. « Ma fille !» La voix étranglée de la vieille dame débordait de repentir. « Je t'ai vu à la télévision. Mon petit-fils, je peux le rencontrer ?» La conversation fut longue et douloureuse, pleine de demandes de pardon et d'explications tardives. Quand elle raccrocha, Julie se sentit étrangement légère, comme si un poids qu'elle portait depuis des années commençait à se dissiper. « Qu'en penses-tu, Lucas ?» demanda-t-elle à son fils qui répondit par un rire pétillant. « Devrions-nous donner une chance à mamie Thérèse ?» Le lendemain, la propriétaire de l'auberge où elle séjournait frappa doucement à la porte. « Julie, il y a un journaliste en bas qui veut vous parler. Je dis que vous n'êtes pas là. » Le cœur de Julie s'emballa. « Comment m'ont-ils trouvé ? Quelqu'un de la gare routière a dû vous reconnaître après cette interview à la télé, » expliqua la dame. « Il y a plus de monde qui arrive. Des journalistes, des photographes. » Julie s'assit sur le lit, stupéfaite. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. L'histoire avait pris des proportions nationales. « Je peux utiliser votre téléphone ?» demanda-t-elle finalement. Les mains tremblantes, elle composa le numéro qu'elle gardait encore en mémoire, celui du pédiatre que Théo avait envoyé des mois auparavant. « Docteur Charles, c'est Julie Duval. J'ai besoin d'aide. » En moins d'une heure, un hélicoptère privé atterrissait dans un champ près de l'auberge. Une femme élégante d'une 50aine d'années en descendit. C'était Martine, l'assistante de Théo. Avec une efficacité professionnelle, elle aida Julie et Lucas à embarquer discrètement, tandis que la presse s'accumulait à l'entrée principale de l'auberge. « Où allons-nous » demanda Julie, ajustant la ceinture de sécurité de Lucas. « Dans un endroit sûr », répondit Martine simplement. « Monsieur Dubois est en réunion d'urgence avec le conseil d'administration, mais il a demandé que je garantisse votre sécurité immédiate. » L'hélicoptère survola la côte, s'éloignant de Saint-Malo. En contrebas, le littoral normand se déployait en plage déserte et en pente verdoyante de la forêt atlantique. Après environ 40 minutes, ils commencèrent à descendre dans une zone isolée, une péninsule privée où une maison moderniste s'intégrait parfaitement au paysage sauvage. « Bienvenue à Cap-Ferret », dit Martine en débarquant. « C'est l'une des propriétés les moins connues de Monsieur Dubois. Personne ne vous cherchera ici. » La maison, bien que luxueuse, avait un air accueillant que le manoir de Deauville ne possédait pas. Au lieu d'une décoration ostentatoire, il y avait des livres, des instruments de musique et une cuisine qui semblaient réellement utilisés. Sans les photographies qui rappelaient constamment le passé tragique de Théo. « Il vient souvent ici pour fuir les pressions », expliqua Martine en leur montrant les chambres. « C'est le seul endroit où il se détend vraiment. » Julie posa Lucas dans le berceau déjà préparé et retourna au salon, où Martine l'attendait avec une tasse de thé. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?» demanda-t-elle finalement. Martine sourit doucement. « Je travaille avec Théo depuis 15 ans. J'ai vu l'homme vibrant qu'il était se transformer en une ombre après la tragédie. Et puis, ces derniers mois, j'ai vu cette ombre commencer à retrouver des couleurs. Grâce à vous. Je n'ai rien fait de spécial. »« Si, » interrompit Martine gentiment. « Vous lui avez rappelé qu'il y a une vie au-delà de la douleur, qu'il est possible de recommencer. » Cette nuit-là, tandis que Lucas dormait profondément, Julie se promena sur la plage privée. Les vagues se brisaient doucement sur le sable et le ciel étoilé semblait infini. Comment sa vie avait-elle pu changer si radicalement, en si peu de temps? D'une voiture dans le parking à un manoir en bord de mer, d'invisible au centre d'un ouragan médiatique. Un bruit de moteur coupa ses pensées. Des lumières s'approchaient par la mer, un petit bateau se dirigeant vers la plage. Julie se tendit, craignant que des journalistes n'aient trouvé son refuge. Lorsque le bateau jeta l'ancre et qu'une silhouette solitaire sauta dans l'eau peu profonde, son cœur reconnut avant son esprit
C'était Théo, pieds nus, les pantalons retroussés jusqu'aux genoux, marchant dans l'eau vers elle. « Comment saviez-vous que je serais ici ?» demanda-t-elle quand il s'approcha. « Je ne savais pas, » répondit Théo simplement. « J'espérais, je priais. » Le silence qui s'ensuivit n'était pas gênant, mais rempli de choses non dites. Le bruit des vagues berçait ce moment suspendu dans le temps. « J'ai vu votre interview, » dit Julie finalement. « Et pourquoi exposer votre vie ainsi, votre douleur, votre histoire ?»« Parce que j'étais fatigué de vivre dans l'ombre, » répondit-il, « de laisser les autres définir mon récit, notre récit. »« Il n'y a pas de notre récit, Théo, » soupira Julie. « Vous êtes un homme d'affaires milliardaire, je suis une mère célibataire de la côte. Nous vivons dans des mondes différents. »« Vraiment ?» Théo s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Nous connaissons tous les deux la perte, la solitude, la lutte pour trouver un sens quand tout s'effondre. Il me semble que nous avons plus en commun que les apparences ne le suggèrent. » Un vent doux ébouriffa les cheveux de Julie, et Théo résista à l'envie de les lui arranger. Il y avait une ligne qu'ils n'avaient pas encore franchie, un territoire inexploré entre eux. « Lucas vous a manqué, » dit-elle, les surprenant tous les deux par cette admission. Il regarde parfois la porte comme s'il attendait que quelqu'un entre. « Et vous ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Julie détourna le regard vers la mer. Aussi. Ils retournèrent ensemble à la maison, marchant côte à côte sans se toucher, mais d'une certaine manière plus proches que jamais. Dans la chambre, Lucas dormait sereinement. Théo s'arrêta à la porte, observant le bébé avec une émotion qu'il n'essayait plus de cacher. « Il a tellement grandi », commenta-t-il, la voix basse pour ne pas le réveiller. « Les enfants font ça », sourit Julie, répétant les mots qu'elle avait prononcés à Paris. Les jours suivants établirent une routine étonnamment naturelle. Théo travaillait à distance le matin, tandis que Julie s'occupait de Lucas. L'après-midi, ils partageaient la responsabilité du bébé, jouant avec lui sur la plage, lui montrant les coquillages et les crabes, lui apprenant à ne pas craindre les petites vagues qui léchaient ses petits pieds. Un de ces après-midi, assis sur le sable tandis que Lucas tentait ses premiers pas fermes, Théo partagea une idée qu'il cultivait. « Je pense à créer une fondation », expliqua-t-il, pour soutenir les mères célibataires en situation vulnérable, non pas avec de la charité, mais avec un véritable autonomisation, logement temporaire, crèche, qualification professionnelle. Les yeux de Julie brillèrent. Cela changerait beaucoup de vies. « Je voudrais que vous dirigiez le projet, » continua Théo. « Personne ne comprend mieux ses besoins que vous. »« Moi ?» Julie parut surprise. « Je n'ai pas de formation, d'expérience administrative. Mais vous avez de l'expérience de vie, de l'intelligence et de l'empathie, » l'interrompit-il gentiment. « Le reste s'apprend. » Cette nuit-là, après avoir couché Lucas, une tâche qu'ils partageaient maintenant naturellement, ils s'assirent sur le balcon qui donnait sur la mer. Le clair de lune créait un chemin argenté sur les eaux, et le son des vagues berçait la conversation. « J'ai reçu un autre appel de ma mère aujourd'hui, » commenta Julie, tandis qu'il dégustait un vin doux. « Elle est vraiment désolée. Elle veut une chance de rencontrer Lucas, de faire partie de nos vies. » « Et vous, le voulez-vous » Julie soupira. « Une partie de moi est encore blessée, mais une autre partie... » Elle hésita. Une autre partie pense que tout le monde mérite une seconde chance, que garder rancune ne fait qu'empoisonner l'âme. Théo sourit doucement. « Sage parole pour quelqu'un d'aussi jeune. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la survie, répondit-elle. J'ai appris que soit on pardonne et on avance, soit on reste prisonnier du passé pour toujours. » Les mots planèrent entre eux, chargés de sens. Théo savait qu'elle ne parlait pas seulement de sa mère. « Parfois je me demande, » commença-t-il hésitant, « si je suis prêt à avancer, si je ne trahis pas leur mémoire en ressentant, en voulant... » « Vivre à nouveau » compléta Julie, ses yeux rencontrant les siens dans la pénombre. « Je pense que la plus grande trahison serait de gaspiller la vie qu'il vous reste à cause de ceux qui sont partis. » Un silence confortable s'installa entre eux. Il n'était pas nécessaire de définir ce qui naissait là, une connexion qui transcendait les circonstances extraordinaires qui les avaient unis. Le lendemain, en jouant avec Lucas dans le salon, Théo reçut un appel d'Édouard. À sa surprise, son beau-frère n'appelait pas pour discuter ou questionner, mais pour s'excuser. « J'ai vu ton interview », expliqua Édouard, la voix plus douce que Théo ne s'en souvenait. « Et j'ai réalisé que j'avais tort. Amandine n'aurait pas voulu que tu vives comme un fantôme toutes ces années.
Elle disait toujours que ta plus grande qualité était ta capacité à prendre soin des gens sincèrement. La réconciliation avec Édouard fut comme enlever la dernière barrière. Cet après-midi-là, Théo invita Julie à une promenade en bateau, juste tous les deux. Lucas resta sous la garde de la gouvernante, une dame locale qui l'adorait. Dans le petit bateau qui glissait doucement sur les eaux cristallines, Théo parla enfin d'Amandine et de Philippe, non plus avec la douleur déchirante d'avant, mais avec la nostalgie affectueuse de celui qui commence à faire la paix avec le passé. Il raconta comment il avait rencontré Amandine à l'université, comment Philippe était né prématurément et avait lutté bravement pour survivre, comment étaient les Noëls en famille, les petites traditions qu'ils avaient construites. Julie écouta avec attention et respect, réalisant que ce partage n'était pas seulement une histoire, c'était un cadeau de confiance, l'ouverture d'un espace qui avait été scellé pendant 10 longues années. Quand ils retournèrent à la plage, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et roses. Sur le sable, la gouvernante jouait avec Lucas, qui riait à chaque vague qui atteignait ses petits pieds. « C'est ici que je venais quand je me disputais avec ma mère à l'adolescence », raconta Julie, les pieds nus s'enfonçant dans le sable humide. Je m'asseyais sur ces rochers et j'imaginais à quoi ressemblerait ma vie quand je quitterais Saint-Malo. Et comment l'imaginiez-vous? C'est drôle. Je n'ai jamais pensé à la richesse ou à la célébrité. Je voulais juste la liberté, découvrir de nouveaux endroits, peut-être faire des études universitaires. Elle sourit mélancoliquement. La vie avait d'autres plans. Vous pouvez encore faire tout cela, dit Théo en lui prenant la main. L'histoire n'est pas finie. Cette semaine à Saint-Malo fut comme une retraite curative pour tous. Julie renoua avec ses racines, montrant à Théo les lieux qui avaient forgé son enfance, l'école où elle avait étudié, le glacier où elle avait eu son premier baiser, la place où elle vendait de l'artisanat aux touristes. Pour Théo, découvrir cet univers si éloigné du sien fut une révélation. La simplicité de la vie dans la petite ville côtière, les relations communautaires où tout le monde se connaissait par son nom, l'authenticité des interactions, tout contrastait profondément avec le monde corporatif froid de Paris. Lucas, quant à lui, s'épanouit sous l'amour de sa grand-mère retrouvée. Madame Thérèse se révéla une conteuse née, enchantant son petit-fils avec des légendes bretonnes et des chansons de sa propre enfance. Le soir, quand le garçon s'endormait enfin, épuisé par tant de découvertes, les 3 adultes conversaient sur le balcon, reconstruisant des ponts qui semblaient irrémédiablement brisés. La veille de leur retour à Paris, Madame Thérèse surprit Julie avec une boîte poussiéreuse. « J'ai tout gardé », expliqua-t-elle, ouvrant le récipient qui contenait des dessins de l'enfance de Julie, ses premières rédactions scolaires, des photographies d'anniversaires passés. Même dans les moments de plus grande colère, je n'ai jamais réussi à me débarrasser de ces souvenirs. Parmi les souvenirs, il y avait une enveloppe jaunie avec la calligraphie de Julie adolescente, « Ouvrir quand j'aurai 30 ans ». À l'intérieur, une lettre qu'elle s'était écrite à 15 ans, listant ses rêves et ses objectifs pour l'avenir. « Je veux étudier le service social et aider les familles en difficulté », lut Julie à voix haute, surprise par ses propres mots oubliés. « Je veux créer une ONG pour soutenir les femmes qui, comme ma mère, doivent élever seules leurs enfants. » « Il semble que vous ayez toujours su votre chemin, » commenta Théo, qui observait la scène avec tendresse. « Il fallait juste vous le rappeler. » De retour à Paris, la vie retrouva progressivement un nouveau rythme. La fondation Nouveau Départ fut officiellement enregistrée, avec Julie comme directrice exécutive et Théo comme président du conseil. Le premier projet pilote serait à La Courneuve, la plus grande communauté de Paris, offrant un soutien intégré à 50 mères en situation de vulnérabilité. Parallèlement, Julie commença un cours de service social à distance, réalisant un rêve endormi. Les nuits étaient dédiées aux études, tandis que Théo s'endormait souvent avec Lucas dans les bras, des livres pour enfants éparpillés sur le canapé du penthouse qui ressemblait maintenant, enfin, à un foyer. La presse qui auparavant avait été cruelle documentait maintenant avec respect l'histoire de rédemption et de but qui se déroulait. Théo et Julie devinrent des symboles de la façon dont des vies apparemment incompatibles pouvaient se compléter parfaitement lorsqu'elles étaient unies par des valeurs authentiques. 6 mois après la réconciliation à Saint-Malo, lors de l'inauguration du premier centre de la Fondation, Madame Thérèse voyagea à Paris pour honorer sa fille. Vêtue d'une nouvelle robe, spécialement cousue pour l'occasion, elle observait avec fierté tandis que Julie prononçait un discours devant les autorités et la presse. « Nous croyons que chaque mère mérite la dignité.
Chaque enfant mérite la sécurité, et chaque famille mérite une chance de s'épanouir, déclara Julie, sa voix ferme résonnant dans la salle. Notre mission n'est pas d'offrir de la charité, mais des outils pour que ces femmes puissent réécrire leurs propres histoires. En coulisses, Théo tenait Lucas dans ses bras, le garçon parlant maintenant par phrases complètes et affichant la même détermination dans le regard qui caractérisait sa mère. Quand Julie termina son discours, Lucas courut vers elle et fut accueilli par un câlin serré. « Maman a bien parlé », déclara le garçon avec un sérieux comique. « Votre mère est une femme incroyable », acquiesça Théo, s'approchant. « Et j'ai quelque chose d'important à lui demander. » À la surprise de Julie, Théo s'agenouilla au milieu de la salle bondée. Le brouhaha des conversations cessa progressivement, tandis que tous réalisaient ce qui était sur le point de se produire. « Julie Duval, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Vous m'avez appris que la vie peut recommencer même après la plus grande douleur, que la dignité n'a pas de prix, que la famille, c'est ceux qui nous font nous sentir chez nous. » Il ouvrit une petite boîte de velours, révélant une bague délicate avec un unique saphir. « Voulez-vous me faire l'honneur de construire officiellement une famille avec moi ?» Le silence dans la salle était absolu. Julie regarda Théo, puis Lucas, qui observait la scène avec des yeux curieux, et enfin Madame Thérèse, qui souriait entre deux larmes. « Oui », répondit-elle simplement, tendant la main pour recevoir la bague. Tandis que l'auditoire applaudissait, Lucas se plaça entre eux, levant ses petits bras pour qu'ils le prennent tous les deux. Dans l'étreinte commune qui suivit, le garçon surprit tout le monde en déclarant clairement « Mon papa et ma maman ». Théo se figea, les yeux embués. C'était la première fois que Lucas l'appelait ainsi. « Tu es sûr ?» murmura-t-il à Julie. « Il peut vraiment comprendre ce que cela signifie. Les enfants ont une sagesse que nous, adultes, perdons souvent, » répondit-elle en souriant. « Ils reconnaissent l'amour véritable quand ils le voient. » Le mariage fut célébré 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie en bord de mer à Cap-Ferret. Il n'y eut pas d'extravagance ou d'ostentation, juste la simplicité d'un amour construit patiemment, brique par brique, sur les fondations du respect mutuel et d'une admiration sincère. Lucas, vêtu d'un costume miniature, portait les alliances avec le sérieux comique que seul un enfant peut avoir. Madame Thérèse conduisit sa fille le long de l'autel improvisé sur le sable, tandis qu'Édouard, maintenant réconcilié avec son beau-frère, était le témoin de Théo. Dans leurs vœux, Théo parla des nouveaux départs, de la façon dont le vide peut être comblé quand on s'y attend le moins. Julie parla de dignité, de la façon dont le respect mutuel est le fondement le plus solide pour tout type d'amour. La fête qui suivit mêlait des mondes apparemment incompatibles, des cadres de Dubois-Tech dansant le faureau avec des pêcheurs de Saint-Malo, des chefs renommés servant des plats aux côtés de cuisinières locales, du champagne français partageant l'espace avec des caipirinhas artisanales. Pour le premier anniversaire de la Fondation, plus de 200 familles avaient déjà été aidées. Julie, maintenant en 3e semestre de service social, était devenue une voix respectée dans les politiques publiques pour les femmes vulnérables. Théo, quant à lui, avait trouvé un équilibre entre l'entreprise et la vie familiale qu'il n'avait jamais cru possible à nouveau. Un après-midi ordinaire, alors qu'il aidait Lucas avec ses dessins, le garçon, maintenant âgé de 3 ans et doté d'un vocabulaire impressionnant, posa une question inattendue. « Papa, comment tu as rencontré maman ?» Théo échangea un regard complice avec Julie, qui entrait dans la pièce avec un plateau de jus. Comment expliquer à un enfant la rencontre extraordinaire qui avait changé leur vie? « Ta mère m'a appris à partager, » répondit-il finalement, avec simplicité. « Partager quoi ?» insista Lucas, curieux. « La nourriture, pour commencer, » sourit Théo. « Ensuite, les joies et les peines. Et puis, toute une vie. » Lucas sembla réfléchir profondément, comme seuls les enfants peuvent le faire, avant de hausser les épaules et de retourner à ses dessins, satisfait de l'explication. Pour lui, la famille était simplement l'endroit où il trouvait amour et sécurité. Un concept bien plus simple et vrai que toute définition conventionnelle. Cette nuit-là, allongé dans le lit après une journée ordinaire, Théo tint la main de Julie, observant l'alliance qui brillait doucement dans la pénombre. « Parfois, je pense à quel point la vie est imprévisible, » commenta-t-il. « Si vous n'étiez pas entré dans ce restaurant exactement cette nuit-là, si vous n'aviez pas poussé votre assiette vers moi, » compléta-t-elle, « si je ne vous avais pas suivi, si je n'avais pas accepté l'aide, les et si se perdaient dans l'infini des possibilités. Mais ce qui importait, c'était le présent construit non à partir de grands gestes dramatiques, mais du courage quotidien de 2 personnes
qui avaient appris, chacune à leur manière, que recommencer est possible, et que parfois les plus grandes histoires d'amour commencent par un simple plat de nourriture partagée. La vie qu'ils construisaient ensemble n'était pas parfaite. Il y avait des défis, des adaptations, des moments de doute. Julie luttait parfois encore avec des insécurités quant à appartenir au monde de Théo. Il se sentait occasionnellement coupable de trouver le bonheur après la tragédie. Mais jour après jour, il choisissait d'affronter ces questions ensemble, avec honnêteté et respect. Et au centre de tout cela se trouvait Lucas, s'épanouissant sous l'amour d'une famille qui n'était pas née de la planification ou des conventions, mais du plus pur besoin humain de connexion et d'attention mutuelle. « Je crois que la vie est vraiment comme ça », réfléchit Julie, se blottissant dans les bras de Théo. « Peu importe combien nous planifions, ce sont les rencontres inattendues qui façonnent réellement notre destin. » « Et nous ?» demanda Théo, lui embrassant le front. « Était-ce le destin ou le hasard ?» Julie sourit, se souvenant de cette nuit au Jules Verne, quand elle avait rassemblé le courage de demander des restes de nourriture à un étranger. « Je crois que c'était un choix, » répondit-elle. « Le choix de voir au-delà des apparences, de prendre des risques, de croire que nous méritions plus que de simplement survivre. » Dehors, la lune éclairait la mer de Cap Ferret, créant un chemin argenté sur les eaux. Sur la plage, les marques de petits pieds dans le sable racontaient l'histoire d'une journée de jeu. Et dans la maison moderniste parfaitement intégrée à la nature, 3 personnes que le destin improbable avait unies découvraient, jour après jour, que les familles les plus fortes ne sont pas nécessairement celles nées du sang ou des conventions, mais celles forgées dans l'adversité et fondées sur le choix constant d'aimer et de respecter. Parce que parfois les plus grandes histoires ne commencent pas par « il était une fois », mais par un simple geste de partage, qu'il s'agisse d'un plat de nourriture, d'un abri dans la tempête, ou du courage d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités quand tout semble perdu. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Théo, Julie et du petit Lucas a touché vos cœurs. Pour prolonger cette expérience émotionnelle, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur les nouveaux départs et les secondes chances. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche. Si cette narration a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles histoires qui explorent les complexités de la vie et les possibilités de transformation. Partagez dans les commentaires vos propres expériences de nouveaux départs. Nous serions ravis de connaître aussi vos histoires.